Mesdames, Messieurs de la presse, chers journalistes et chers invités, nous sommes heureux d'être parmi vous. Nous sommes heureux de vous recevoir ce jour dans ce beau cadre du CEPAS. Et nous tenons à vous remercier d'avoir bien voulu accepter de répondre à l'invitation de l'honorable Matata Ponyo, et ce, malgré vos multiples occupations. La conférence de presse que nous tenons ce jour a pour objectif de réagir au mandat de comparution du 10 juillet 2023 adressé à M. Matata Ponyo, lui demandant de comparaître devant le parquet général près la Cour constitutionnelle ce mercredi 12 juillet 2023 à 11 heures précises pour y être entendu sur des faits infractionnels à lui imputés et lui faisant savoir que faute de ce faire, il y sera contraint conformément à la loi. Les considérations de ce jour sont de nature exclusivement juridique, mais sans exclure que des considérations d'une autre nature soient tout à fait envisageables vu la persistance des violations du droit et des actes d'acharnement sur la personne. Nous avons intitulé la présente conférence de presse comme suit: Affaire Matata Ponyo et mandat de comparution qui détruit la nation. Ce titre renvoie directement à la récente conférence de presse du chef de l'État, magistrat suprême, dans laquelle il signalait qu'alors que la justice élève la nation, selon la Bible, lui était déçu du bilan de la justice actuelle. Il dit avoir tout fait, mais constate malheureusement que la justice n'a pas rencontré ni sa vision, ni ses attentes, et reconnaît que cette justice détruit la nation, détruit l'État congolais. Le mandat de comparution qui a retenu notre attention rentre dans la catégorie de ces actes de justice qui, loin d'élever la nation, la jettent à terre par des violations aussi flagrantes que fréquentes de la Constitution et des lois de la République. La question que nous nous posons, en notre qualité d'avocat de la défense, est de savoir si ce mandat de comparution concerne l'affaire dite Bukanga Lonzo ou plutôt des faits nouveaux non encore portés à la connaissance de notre client. En tout état de cause, la Constitution, dans différentes dispositions, a prévu toutes les hypothèses qui pouvaient concerner M. Matata Ponyo. En effet, soit il est poursuivi comme Premier ministre, soit il est poursuivi comme ancien Premier ministre, soit il est poursuivi comme sénateur.
Voyons la première hypothèse. Matata Ponyo est-il poursuivi comme Premier ministre? Manifestement, telle est la volonté et la compréhension des choses par le parquet général près la Cour constitutionnelle. En effet, la Cour constitutionnelle n'a de compétences pénales qu'à l'égard du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. C'est l'article 163 de la Constitution que je cite. Si donc aujourd'hui, j'espère que jusque-là vous me suivez, nous comprenons jusque-là, on peut garder l'espoir que ce sera ainsi jusqu'à la fin? Ok. Répondez avec conviction. Oui. Si donc aujourd'hui, le parquet général entend poursuivre M. Matata Ponyo, c'est parce qu'il est convaincu que les faits poursuivis relèvent de la Cour constitutionnelle. Et donc, en tant que parquet général près cette cour, il ne peut qu'être compétent. L'idée centrale, jusque-là, c'est de dire quoi? La Cour constitutionnelle n'a qu'une compétence en matière pénale. C'est vis-à-vis du chef de l'État et du Premier ministre en fonction. Si le parquet général met en branle les poursuites, c'est parce qu'il est convaincu que les faits poursuivis relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle et donc du parquet général attaché à la Cour constitutionnelle. Si cette hypothèse n'est pas réalisée, tout ce que le parquet général va faire ne peut être que de la violation de la Constitution et des lois de la République. Donc, en lançant son mandat de comparution, il prend une décision de poursuite d'un Premier ministre qui doit, conformément à l'article 166 de la Constitution, être voté à la majorité de 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Ce qui manifestement n'a pas été le cas. Ce qui manifestement n'a pas été fait. Bien plus, le parquet général fait la même erreur de prétendre poursuivre un Premier ministre lors de poursuites qui furent rejetées le 15 novembre 2021 par la Cour constitutionnelle à laquelle il est rattaché, par l'arrêt que vous connaissez, numéro 0001. Et plus fondamentalement, s'il s'agit de Bukanga Lonzo, la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, c'est-à-dire sans possibilité d'une quelconque voie de recours, rendit l'arrêt RP 0001 en date du 15 novembre 2021. Le ministère public entendu, qui a déclaré recevable et fondé l'exception d'incompétence et s'est déclaré en conséquence
incompétente à connaître des poursuites contre notre client. Cet arrêt a été signifié au prévenu. Au ministère public, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, ainsi qu'au Premier ministre. Et il a été exécuté. Cet arrêt, avait dit la Cour, devait être publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt, conformément à l'article 168 de la Constitution, n'est susceptible d'aucun recours et était immédiatement, en d'autres termes, sans délai, exécutoire, obligatoire et s'imposant au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, y compris donc le parquet général près la Cour constitutionnelle. Ces mêmes arrêts s'imposent aux particuliers. Ce sont les termes de la Constitution. Ce ne sont pas les termes du professeur. Vous comprendrez donc, dans ce cas, que s'il s'agit de Bukanga Alonzo, le mandat de comparution dont il est question est non conforme à la Constitution et nul de plein droit. Et s'il s'agit de faits nouveaux, ils subiront le même sort, car la Cour constitutionnelle se déclarera incompétente à l'égard d'un ancien Premier ministre poursuivi sur base des dispositions qui ne sont applicables qu'au Premier ministre en fonction. Et si la Cour est incompétente, à plus forte raison, le parquet général près la Cour constitutionnelle, qui lui est attaché, qui n'est que son annexe, qui n'est que son auxiliaire. Ça, c'est l'hypothèse dans laquelle se trouve aujourd'hui le parquet général près la Cour constitutionnelle. Il ne peut légitimement justifier son action qu'en justifiant qu'il exerce sa compétence, la seule que la Constitution lui a donnée, à savoir être l'autorité pénale compétente vis-à-vis des actes posés par le président de la République et le Premier ministre en fonction. Maintenant, dans la réalité des choses, est-il correct vis-à-vis du droit de se comporter comme s'il avait affaire à un Premier ministre, tout en sachant que ce Premier ministre n'est plus en fonction depuis 2016. Ici, je ne dois pas citer la loi, c'est des notoriétés publiques. La deuxième hypothèse que j'ai envisagée, c'est de dire Matata Mponyo est poursuivi comme ancien Premier ministre. La Constitution n'a pas prévu ce cas d'un ancien Premier ministre qui serait poursuivi pour les infractions énumérées et définies aux articles 164 et 165 de la Constitution, commises dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et l'arrêt RP 0001 de la Cour constitutionnelle va dans ce sens et j'ouvre les guillemets. Elle précise que l'exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure. Ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale à appliquer contre un justiciable devant les juridictions doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même, il n'y a pas de juge ou de juridiction sans loi. Ce qui veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit là, c'est toujours la Cour qui continue, d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 alinéa 2 de la Constitution. Dès lors, si le mandat de comparution concerne Boukangalonzo, il est nul et de nul effet. Et s'il concerne des infractions nouvelles commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la Cour constitutionnelle n'y a aucun égard, conformément à la Constitution et à sa propre jurisprudence. Ainsi, le mandat de comparution sera déclaré émané d'un parquet général qui n'en a pas la compétence. Par contre, la Constitution a prévu le cas des infractions commises par un Premier ministre en dehors de l'exercice de ses fonctions et pour lesquelles les poursuites et la prescription sont suspendues jusqu'à l'expiration de son mandat. Ces infractions, dit la loi organique, relèvent de la juridiction de droit commun. Et la Cour constitutionnelle, ainsi que le parquet y attaché, sont incompétents. La juridiction compétente étant celle de droit commun, dit la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en son article 108, alinéa 3. En d'autres termes, le mandat de comparution qui serait délivré en vertu de nouvelles infractions non encore connues de notre client. Ce mandat-là serait anticonstitutionnel et illégal parce que l'ancien Premier ministre ne relèverait dans ce cas que d'une juridiction de droit commun. Et la juridiction de droit commun, en l'occurrence, puisque nous avons affaire à un sénateur, c'est la Cour de cassation, qui, à son temps, a eu aussi l'occasion de vérifier toutes les hypothèses juridiques et enfin s'est déclarée incompétente. Vous comprenez ce que veut dire un mandat de comparution établi dans ces circonstances? Ce n'est ni plus ni moins qu'un ordre manifestement illégal et auquel tout citoyen a le droit de s'opposer. C'est l'article 28 de la Constitution. La troisième hypothèse envisagée, Matata poursuivi comme sénateur. Dès que nous disons comme sénateur, le parquet près la Cour constitutionnelle n'a aucun rôle, aucune place.
aucun rôle, aucune place. Puisque le sénateur dit la Constitution, pas dit le prof. Le sénateur est justiciable de la Cour de cassation. Et si la Cour de cassation avait envie de poursuivre, c'est le procureur général, c'est le parquet général, près la Cour de cassation, qui aurait le droit à l'initiative. Et on n'est pas dans cette hypothèse. Sans parler de toutes les considérations relatives aux immunités dont bénéficie un parlementaire en fonction. Et sans oublier, dans l'historique de cette affaire, qu'il s'agissait de Bukanga Lonzo, le procureur général, près la Cour constitutionnelle, a fait réquisitoire pour qu'on lève les immunités du sénateur Matata. Et le Sénat, par la plénière, par un vote effectué à la plénière, a rejeté la requête du procureur général. Comment se prévaloir d'une autorisation de poursuivre pendant que la plénière, organe suprême du Sénat, a voté dans le sens de rejeter la demande d'autorisation d'élever les immunités parlementaires. Nous sommes dans une hypothèse de violation des lois de la République. Je voudrais, ce n'est qu'une conférence de presse, aller à la conclusion. Cette conclusion elle est résumée ou peut être ramenée d'un côté à un constat et de l'autre à un étonnement. Le constat d'abord, c'est que l'affaire Bukanga Lonzo, dans le cadre du système judiciaire congolais, est définitivement terminée. Et aucune règle de droit ne permet de la relancer par la mise en cause éventuelle de l'autorité de la chose jugée au pénal. Ici, on ne se réfère ni à la doctrine, ni à la jurisprudence, simplement à l'article 168 de la Constitution. Et c'est pour cela que dans cette conclusion, je reviens sur les principes majeurs que la Constitution, que la Cour constitutionnelle a dégagés. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle s'est penchée sur l'état de droit. Et je cite l'arrêt. Dans le contexte congolais, la Constitution garantit, tant dans son préambule que dans son dispositif, entre autres valeurs, l'état de droit, la démocratie pluraliste et les droits humains. Il est évident, dit la Cour constitutionnelle, dans un arrêt supplémentaire du 22 juillet 2022, que le constituant n'a pas entendu laisser le champ libre aux organes juridictionnels, y compris le parquet général près la Cour constitutionnelle, de porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'État moderne, telles que garanties par la Constitution de la République. Et la Cour, comme garde-frontière, a été instituée pour placer les digues afin d'éviter les débordements dans l'œuvre normative de toute autorité publique. À ce titre, elle est un instrument de réalisation
et de garantie de l'état de droit, les derniers remparts, l'ultima ratio pour la préservation de l'état de droit qui emporte la soumission de tous, particuliers et institutions publiques, y compris le parquet général, près la Cour constitutionnelle, au seul règne et autorité du droit. Après, vous allez dire que les juristes ne font rien. Produire un tel passage au niveau d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que les juristes existent encore, c'est-à-dire que les juristes sont encore utiles. Ils sont là pour rappeler l'essentiel dans une société qui prétend à la démocratie, à l'état de droit. Un autre principe majeur qu'on peut trouver dans cet arrêt, primauté de la Constitution, primauté de la Constitution sur toutes les autres règles. Pour la Cour constitutionnelle, affirmer le primat de la Constitution sur toutes les autres règles juridiques matérielles dérivées ne va pas sans que certains mécanismes de contrôle soient mis en œuvre pour que ce principe de suprématie de la loi fondamentale ne demeure pas lettre morte. Et la Cour, pour affirmer le principe de la légalité. Nous sommes en matière pénale. Ici, le principe de la légalité, mes jeunes confrères juristes sont là pour l'affirmer ou le confirmer. La légalité est un principe majeur de la justice pénale. Lorsque le constituant dit à la Cour constitutionnelle qu'elle est compétente en matière pénale pour le président de la République et le Premier ministre, ce n'est pas pour que la Cour constitutionnelle ou le parquet général près de cette Cour se mette en situation de soustraire ces justiciables aux droits reconnus à tous les citoyens, à savoir qu'on ne peut retenir contre eux ni une infraction, ni une peine, ni une procédure, ni un juge que la loi n'a pas prévu. Et pour affirmer cette légalité, voici les termes de la Cour. La Cour précise que l'exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure, ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale à appliquer contre un justiciable doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même, il n'y a pas de juge ou de juridiction sans la loi. Ce qui veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit là d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 alinéa 2 de la Constitution. Cet article qui est dans notre Constitution, qui est la volonté de notre peuple, qui a adopté la Constitution par référendum, est très important et très clair. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Lorsqu'après toutes ces violations des droits des citoyens, Matata Pogno, le parquet général près la Cour constitutionnelle lance un mandat de comparution. Lorsque le parquet général commet tant de violations par ce mandat de comparution,
et que celui-ci se termine par la formule s'il ne comparaît pas, sera contraint conformément à la loi. Mais la loi n'a jamais prévu qu'on peut contraindre quelqu'un dans des hypothèses qui ne le concernent pas. Donc, il n'y a aucune loi dans le cas d'espèce qui permettrait l'exercice d'une contrainte quelconque pour comparaître devant un parquet général près la Cour constitutionnelle. Il n'y a aucune loi. Donc, toute contrainte serait une violation de la Constitution, de la loi et une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Et dans tous les cas, prendre l'initiative de la contrainte, c'est très bien, mais le peuple et chacun de nous a le droit à la résistance d'exécuter un ordre manifestement illégal. Vérifiez l'article 28 de notre Constitution. Et le dernier principe tiré de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est le suivant. Principe de la compétence juridictionnelle d'attribution. Aucun parquet n'a le droit de circuler dans la rue à la recherche des compétences que la loi ne lui a pas données. Les recherches qu'un parquet doit effectuer, c'est dans le cadre de sa compétence. Aucun parquet ne peut dire, comme ces agissements, ces comportements n'ont été attribués à aucun juge, donc je m'en empare. Non. La Cour relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution. Le prévenu Matata, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel. Dans le cas d'espèce, c'est la cassation. De sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent et sont en violation de l'article 19, alinéa 1er de la Constitution. C'était le dernier constat à travers une jurisprudence importante et récente. Le deuxième élément de ma conclusion, et qui est le dernier, c'est l'étonnement. L'étonnement. Notre étonnement porte sur le fait que certains hauts responsables de l'application de la loi font montre d'une témérité à nul autre pareil, quand il s'agit de violer ou de contourner la Constitution et la loi dans leurs dispositions les plus claires. C'est cela qui déçoit le chef de l'État. C'est cela qui rabaisse et détruit la nation. Heureusement, parce que l'espoir, l'espérance sont toujours permis. Et nous sommes du côté de l'espérance. Nous sommes du côté de ceux-là qui pensent que la nation aura toujours les ressources nécessaires de résister, de se ressaisir et de conforter son état de droit. J'ai dit, je m'excuse de vous décevoir pour mon exposé très court, mais c'est pour vous donner aussi la chance de poser les questions que vous voulez poser. Je vous remercie. À la dernière audience à la Cour de cassation, la Cour avait suspendu l'audience au motif d'être éclairée sur l'incise dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
quelle a été la suite réservée à la requête de la Cour de cassation? Première question. La deuxième, sinon l'opinion voudrait savoir à quel jeu joue le Sénat, souvent en vacances, la Cour de cassation qui se déclare incompétente à un certain moment, se saisisse du dossier, et la Cour des cours qui se déclare incompétente et se jette encore dans l'eau dans cette affaire qui semble défrayer la chronique et donner l'insomnie à certains juristes. Pourquoi ne pas en finir une seule fois pour toutes, pour que ceux qui ont le sommeil puissent dormir sur le laurier et avoir le cœur net d'en débattre sur cette affaire? Merci beaucoup. Mais pouvez-vous clarifier, est-ce que Matata Pogno se présentera aujourd'hui devant la Cour? Votre nom pour permettre... Aurélie Bazara-Kimangula, France 24. Ce sont les questions essentielles, inhérentes même à la procédure en cours. Quand la Cour de cassation a saisi la Cour constitutionnelle pour interpréter certaines expressions de la Constitution, notamment les actes commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, vous demandez quelle a été la suite réservée à la Cour de cassation. Mais la suite, j'ai envie de dire, était un peu rocambolesque. Mais on pouvait quand même s'effrayer un chemin. Pourquoi je dis rocambolesque? D'abord, avec raison, la Cour constitutionnelle a déclaré l'action de la Cour de cassation irrecevable. Parce que, effectivement, la Cour de cassation n'est pas citée par la Constitution parmi les institutions qui ont le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation. Néanmoins, après avoir déclaré une action irrecevable, la Cour constitutionnelle a continué à réfléchir à haute voix en disant que pratiquement il faudrait bien qu'on trouve un juge pour Matata et que dans le cadre de sa mission de régulatrice des institutions, elle s'est déclarée compétente. Il n'était pas saisi de ça. Et puis, elle rendait un arrêt auquel les partis n'avaient pas été invités pour échanger, pour donner leurs moyens. C'est pour cela que j'ai utilisé, malgré ma prudence habituelle, le terme d'une décision rocambolesque. Maintenant, c'est certainement dans cette logique-là, très à part, que la même Cour constitutionnelle, du moins le parquet qui lui est rattaché, croit que la procédure peut se poursuivre devant la Cour constitutionnelle. Mais nous sommes en matière pénale. Autant la Cour constitutionnelle a de la marge en d'autres matières, telles que les matières électorales, autant en matière pénale, elle doit prêcher par l'exemple et interpréter la Constitution et la loi quand il s'agit de questions pénales de manière toujours stricte, sans aucune tentative d'analogie ou d'extension. Donc voilà pour la première question. J'ai dit que ça s'est recoupé. Et effectivement, l'autre qui a posé la question
de savoir pourquoi la Cour se jette à nouveau dans l'affaire, le rôle du Sénat. Non, le jeu. À quel jeu joue le Sénat? Ah, mais non. Ça, c'est une question adressée au Sénat, évidemment. Si j'avais été associé à son jeu, j'allais vous répondre. Mais ça, c'est le jeu du Sénat. Et la question regarde le Sénat. Donc, la Cour constitutionnelle se jette à nouveau dans l'affaire et à tort. À tort. Pourquoi? Parce que c'est déjà prononcé. Déjà dans la procédure pénale ordinaire, lorsque un magistrat ou un juge a déjà donné son avis dans une affaire, il ne peut plus réapparaître pour de nouveau participer aux délibérations et à la décision. Et souvenez-vous, dans la loi organique portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle, plusieurs dispositions, je crois notamment l'article 109, rappelle que la Cour constitutionnelle en matière pénale suit la procédure des droits communs lorsqu'il n'y a pas de dispositions contraires dans la Constitution. Donc, il n'y a aucun argument, aucun, au niveau du droit, pour que la Cour se saisisse à nouveau, parce que ses propres arrêts même lui sont opposables. Lisez toujours ça, 68. Son arrêt du 15 novembre 2021 a mis fin à la procédure. A mis fin. Et l'article 168 dit, cet arrêt s'impose à tous, y compris même les juridictions, c'est-à-dire même à celle-là qui a rendu l'arrêt. Alors, ceux qui ont des connaissances approximatives du droit, ils vous disent que c'est un revirement de jurisprudence. Non. Les revirements de jurisprudence, c'est lorsque la Cour saisit d'un cas semblable à un autre qu'elle avait déjà tranché, décide de modifier la solution apportée au premier cas, à l'occasion de la deuxième affaire, pour faire avancer quoi? La justice, la bonne administration de la justice. En d'autres termes, une cour peut avoir tranché une affaire dans tel sens. Et les parties viennent plaider en disant, dans une affaire semblable, vous aviez dit que. Mais en même temps, la cour, elle se rend compte que, ou c'était une erreur, ou les circonstances ont évolué, ont changé. Et dans ce cas, qui fait la cour? Elle peut opérer un revirement de jurisprudence qui n'affecte pas le premier arrêt. Parce que le premier arrêt définitif a déjà été exécuté. Mais qui servira de référence dans des cas semblables futurs. C'est ça le revirement de la jurisprudence. Il n'y a pas de revirement de la jurisprudence dans la même affaire. Les juges ne peuvent pas se le permettre. Parce que, qu'est-ce qui se perdrait en premier lieu? Quelle est la valeur que nous perdrions dans ce cas? La sécurité juridique des citoyens, la sécurité juridique dans les affaires. Donc la Cour n'a aucun moyen juridique de revenir sur Boukangalos. Elle n'a aucun moyen juridique de revenir sur des faits nouveaux éventuels. Parce que, d'un côté, les faits qui sont dans la Constitution, le constituant a toujours voulu qu'il soit jugé pendant que les personnes poursuivies sont en fonction, exercent encore leur mandat. C'est son choix. Pour les autres infractions qui auraient été commises avant le mandat ou après le mandat, c'est le droit commun. La Cour constitutionnelle n'a aucune part. Vous entendez parfois les gens vous dire, donc Matata est impuni. Il n'est pas impuni. S'il vous vole ou vous tue aujourd'hui, il répondra devant la Cour de cassation tant qu'il est sénateur. Et s'il n'est plus sénateur, il répondra devant la grande instance, etc. Il n'y a pas d'impunité quelque part. Il n'y en a pas. Alors, comme je disais, peut-être j'ai déjà répondu
à toutes les autres questions suivantes. Il y a une question pour savoir si Matata se présentera au parc. Bien sûr que je suis son avocat, mais c'est à lui de poser la question, parce que moi, je ne fais que l'accompagner et l'assister et le défendre. La décision lui appartient. Lui appartient. Et s'il y allait, je l'accompagnerai, bien sûr, pour rappeler ce que je viens de vous dire, que c'est une procédure illégale. Laissez mon client tranquille. C'est toujours la même chose. Quelle doit être l'attitude de Matata? Ça, c'est la cinquième. C'est son attitude, c'est pas la mienne. Oui, c'est sur quoi? Tu as une question Oui, oubliée? la quatrième question, vous l'avez oubliée. C'est laquelle? Comment en finir avec ce dossier? Mais moi, je crois que ce n'est pas une question à poser. J'ai dit que le dossier est fini. Parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle pour lequel la Constitution n'a jamais prévu de recours de quelque partie que ce soit, qui a reçu exécution immédiate. Je suis toujours troublé de voir comment nous obéissons plus facilement au code de la route qu'à la Constitution. Mais la Constitution a dit en des termes clairs, non équivoques, nous avons adopté cette Constitution par référendum. C'est notre volonté commune. C'est que la Constitution a dit, pourquoi nous continuons à nous poser des questions? Est-ce que quand sur la route, on vous dit aller à gauche ou circuler à droite, vous dites je vais réfléchir, ou vous devez y aller spontanément? Il faut y aller spontanément. C'est la même chose pour la culture juridique que nous devons acquérir vis-à-vis de notre Constitution. Quand la Constitution dit nul ne peut être contraint d'exécuter un ordre manifestement illégal, il ne faut pas dire qu'il voulait dire le contraire. Il a dit ce qu'il a dit. Appliquons. Appliquons. Maintenant, la contrainte promise dans le mandat de comparution, si elle est exercée, c'est une voie de fait. Quand une contrainte est exercée sans fondement juridique, c'est une voie de fait. La violence légitime de l'État, c'est puisque elle est conforme à l'état du droit. Elle est conforme à notre Constitution, à nos textes. Toute violence exercée par une autorité en violation de la Constitution et de la loi, c'est une voie de fait, c'est un abus de pouvoir. C'est quelqu'un qui veut imposer sa volonté et non celle du peuple congolais. Et c'est tout. Et il faut dénoncer le mal. Attention, soyez attentifs, le mal. Ce n'est pas seulement ce qui se commet. Le mal consiste aussi dans le fait de ne pas dénoncer le mal. Notre devoir de citoyen, au minimum, c'est de dénoncer le mal. Y a-t-il encore une question que je peux avoir? Les immunités accordées? Ah, ça c'est une question plutôt juridique. Disons d'abord, dans Bukanga Lonzo, il n'y a jamais eu autorisation de poursuivre. Le réquisitoire du ministère public avait été rejeté. Dans l'affaire des biens aérianisés, les immunités ont été levées et malgré cela, le procureur général n'a jamais réussi à établir l'infraction. Et au lieu d'avoir le courage de constater qu'il n'y a rien et de classer ça ensuite, il maintient ce suspense qui détruit la nation, c'est l'expression du chef de l'État. Et de manière générale, les immunités sont levées ou refusées dans chaque cas. Donc, cas par cas. Cas par cas. On ne peut pas, à l'occasion des immunités qui ont été levées dans un cas, en profiter pour les étendre à des cas nouveaux. Il faut toujours des réquisitoires pour demander l'autorisation d'élever les immunités. Il faut toujours un réquisitoire pour demander les poursuites et la mise en accusation. Et on ne peut pas profiter d'un ancien cas
et l'étendre à de nouveaux cas. Ça, c'est une question de droit à laquelle je viens de répondre. Donc, ce n'est pas utilisable dans d'autres cas. Quel a été votre comportement lorsque le président du Sénat refusa de restituer les immunités lorsqu'il y a eu le premier arrêt de la Cour constitutionnelle se déclarant incompétente? Et pourquoi vous ne l'avez pas poursuivi en justice étant donné qu'il s'était opposé à une décision judiciaire? Comment vous appréciez l'attitude du procureur général près la Cour constitutionnelle qui a été récusé par Matata Ponyo? Et on a vu ce même procureur qui demande à ce que Matata puisse se présenter. Comment vous jugez la récusation du procureur près la Cour constitutionnelle? Mon comportement vis-à-vis du président du Sénat, je n'en avais aucun de particulier. Parce que moi, je ne suis pas parti au procès. Je ne suis qu'avocat. Si mon client me demande de prendre telle initiative et que je la trouve conforme au droit, évidemment, je la prendrai. Mais si il ne m'a rien dit à ce sujet, alors que la personne mise en cause, c'est plutôt son collègue qui est le mien, je n'ai rien à adopter comme comportement spécial. Donc, de moi-même, je ne peux pas agir en justice contre le président du Sénat. Maintenant, quant au comportement du PG, quand je dis parquet général ou procureur général, c'est synonyme. Donc, mon comportement est rendu à travers l'exposé que je viens de vous faire et à travers les réponses que je donne à vos questions. Quant à la possibilité d'une chaîne spécialisée pour jeunes anciens ministres, je rappelle que nous sommes en matière pénale et que, en matière pénale, la loi ne rétroagit pas, sauf si elle est favorable à l'accusé. Ainsi donc, même si une chambre spécialisée était créée, elle ne concernerait pas Matata. Voilà la réponse.